Quand on achète une maison, un risque est souvent oublié, c'est l'incendie de forêt. Pourtant, chaque été, c'est un des sujets récurrents sur les chaînes d'information. Que ce soit au Portugal, en Espagne, en Grèce et malheureusement là où ça nous concerne, en France. Étape 1, prendre conscience du risque. Les risques de feux de forêt touchent une commune sur 6. Ces villes sont majoritairement présentes dans le sud du pays, dans 4 régions, PACA, Occitanie, Corse et Nouvelle-Aquitaine. En 2022, c'était 4 400 départs de feu et plus de 60 000 hectares de brûlés. En 2026, et je tourne la vidéo le 27 juillet 2026, on est déjà à plus de 100 000 hectares de brûlés. Et donc on peut malheureusement conclure que les pouvoirs publics sont dépassés et que le risque du coup est très grave et à prendre en considération lors de l'achat le plus important de ta vie. Étape 2, savoir si la maison que je veux acheter est dans une zone à risque. Il y a 2 cartes à regarder. La première, c'est l'OLD. OLD pour obligation légale de débroussaillement. Je te mets à l'écran un exemple sur une ville concernée et ensuite je te mets sur toute la France. Si la maison est située dans une zone soumise à cette obligation légale de débroussaillement, le propriétaire a l'obligation de nettoyer, d'entretenir la végétation sur son terrain. Ce n'est pas forcément une preuve que le risque est plus élevé, néanmoins, c'est un premier signal. La deuxième carte, qui celle-là, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle PPRIF, pour plan de prévention des risques d'incendie de forêt. C'est elle qui va te dire dans les diagnostics si tu es dans une zone à risque ou non. Parce que tous les risques naturels en France sont soumis à leur propre carte. Et comme pour le plan de prévention des risques d'inondation, je te laisserai voir la vidéo si ça t'intéresse, il y a plusieurs niveaux de risques qui correspondent à différentes couleurs, qui ont chacune leur propre règlement, qui contraint plus ou moins les propriétaires pour limiter le risque d'incendie et sa propagation. Ces contraintes-là sont souvent déjà sur le choix des matériaux de construction de la maison. Parce que pour faire par exemple une gouttière, tu as plusieurs choix. Est-ce que tu fais une gouttière en alu? Est-ce que tu fais une gouttière en zinc ou en PVC? Et donc en fonction de chaque matériau, tous les matériaux lors de chaque construction ont un classement en ce qui concerne leur résistance par rapport à la chaleur ou par la propagation à l'incendie. Et donc en fonction des caractéristiques de la zone où tu es, tu vas avoir parfois certains matériaux qui vont être refusés et on va t'obliger à faire ce type de matériaux qui peuvent coûter malheureusement parfois plus cher. Ce qui peut exister aussi parfois, c'est une interdiction de faire une extension. On considère que la maison est là, elle est dans une zone très dangereuse, mais on ne veut pas augmenter le risque, donc aucune extension possible. Et après, tu as quelque chose qui peut paraître très logique, c'est l'obligation d'enterrer les cuves à fioul, à gaz, parce qu'évidemment, il y a un risque d'explosion si elles sont en plein air, alors que si elles sont enterrées et qu'il y a le feu, il y a beaucoup moins de risques. Étape 3, quoi regarder lors des visites? Le premier point, c'est est-ce que la maison est-elle directement en lisière de forêt? Est-ce que tu as une vue dégagée sur la forêt et sur la verdure? Parce que c'est forcément un avantage. Tout le monde préfère avoir vue sur de la forêt, une zone qui est inconstructible, des petits écureuils et des oiseaux, versus une vue sur un immeuble, une barre d'HLM qui a 12 étages. Donc, sur le papier, tu vas peut-être te dire, gros point positif. Néanmoins, ce qui est important, c'est de te dire, ok, il n'y a pas de vis-à-vis, il y a de la verdure, mais potentiellement, tu as ce risque qui augmente. Point numéro 2, est-ce qu'il n'y a qu'une seule route pour sortir? Est-ce que tu es au bout d'une impasse? Mais est-ce que tu es sur une presqu'île? J'utilise malheureusement cet exemple parce qu'on est le 27 juillet 2026 et ça touche une partie du bassin d'Arcachon. Donc tu vois bien que sur certaines informations, tu as des files énormes de voitures qui ont cette obligation de quitter le territoire parce que le risque est dangereux. Donc tu as les gendarmes et la police qui leur disent de partir. Mais après, tu as quand même le risque de dire, bon, bah voilà, si on a 5 heures de bouchon, si c'est, encore une fois, je touche du bois, c'est pas encore arrivé, mais si tu as quelque chose de très catastrophique et que tu es bloqué dans les bouchons, tu ne peux rien faire. Donc s'il y a plusieurs voies de sortie, c'est toujours quelque chose de positif. Point numéro 3, est-ce que la verdure touche les clôtures? Est-ce que c'est la verdure de tes voisins? Est-ce que c'est ta verdure? Est-ce qu'il y a une zone tampon? Parce que si tu as des branches qui dépassent de chez toi, bah, voilà, forcément, il peut y avoir une propagation beaucoup plus importante, peu importe la clôture que tu as. Si tu as un mur en béton, en parpaing ou en pierre qui est assez haut, normalement c'est quelque chose d'assez positif. Mais si tu as la branche de l'autre côté qui tombe, eh ben, dès que cet arbre, s'il brûle, il va tomber sur tes feuilles, sur tes arbres en dessous, etc. Donc il faut essayer que ta limite, elle soit aussi une belle limite bien définie en termes de mètres cubes et en hauteur. Ce qu'il faut regarder également, c'est est-ce que les voisins entretiennent leur terrain? Si c'est des personnes âgées qui malheureusement ont un peu abandonné leur jardin parce que c'est énorme, parfois ça peut arriver que c'est une maison aussi qui est complètement abandonnée, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, des problèmes de succession, etc. Donc ça reste dans l'état. Tout ça, ça va t'augmenter le risque. Si c'est quelqu'un qui a un jardin carré bien entretenu versus quelqu'un qui laisse pousser, qui veut de l'ombre, etc. Ben voilà, encore une fois, je sais que tu visites une maison, tu préfères avoir aucune visibilité sur le jardin d'en face parce qu'il y a plein d'arbres, il y a cet écran de verdure, mais néanmoins, il y a des avantages à ça et il y a aussi des inconvénients. Et en fonction de la zone où tu es, donc dans ces 4 régions, si la maison que tu veux acheter est soumise à ce PPRIF, risque incendie de forêt, je considère que cet avantage devient un inconvénient. Ensuite, quels sont les arbres? Les pins, les cyprès, les eucalyptus qui sont très proches de la maison, c'est des arbres qui brûlent très très vite. Les eucalyptus, il y en a beaucoup au Portugal et ça malheureusement ça brûle très vite. Et c'est pour ça qu'au Portugal, les pouvoirs publics, en tout cas, moi j'ai de la famille portugaise et j'ai passé pas mal de temps au Portugal, la réflexion faite autour des incendies de forêt est beaucoup plus poussée qu'en France. Alors certes, le pays est beaucoup plus au sud, néanmoins j'ai l'impression qu'ils ont des meilleurs moyens, qu'ils ont une vigilance beaucoup plus accrue et que en général
général, les gens qui y habitent font aussi beaucoup plus attention et débroussaillent bien leur terrain parce que quand tu as des champs d'eucalyptus à côté, je crois même que tu as une interdiction au Portugal d'avoir des eucalyptus à une certaine distance de la maison. Je ne sais plus si c'est 100 ou 200 mètres. Et du coup, toi, en tant que propriétaire, tu peux obliger ton voisin à couper certaines essences d'arbres qui sont potentiellement qui peuvent brûler trop vite et qui sont trop dangereuses en cas de feu de forêt. Et du coup, eh ben, ton voisin est obligé de couper parce que il est en train de te mettre en danger. Et ensuite, les deux derniers points, c'est est-ce qu'il y a des traces d'ancien feu sur la commune? Ça peut paraître évident. L'avantage, enfin l'avantage malheureusement, c'est que quand il y a un feu de forêt, il peut encore laisser des traces pendant quelques années. Et aussi, est-ce que l'accès est facile pour les pompiers? Si tu es une maison toute seule, vraiment isolée, bah, peut-être que c'est quelque chose que tu recherches au fond de toi, en disant j'ai pas de voisins, j'ai pas de bruit, je peux faire ce que je veux. Néanmoins, les pompiers vont, déjà tu peux être isolé, l'accès peut être moins facile, ça peut être au bout d'une impasse, et les pompiers vont logiquement déjà toujours privilégier la vie humaine à la vie de biens mobiliers ou immobiliers. Et ensuite, ils vont préférer mettre leur force sur préserver un quartier où tu as 50 maisons, plutôt que 3 maisons qui sont en pleine pampa, assez séparées, où il y a beaucoup de distance à faire, etc. Donc tu vois que, encore une fois, c'est un peu complètement contre-productif par rapport à ce que recherchent les clients. Moi, j'étais dans l'immobilier pendant tellement d'années, tout le monde veut être isolé, tout le monde veut être loin des voisins, tout le monde veut avoir un écran de verdure, mais néanmoins, parfois, c'est un énorme risque. Maintenant, comment réduire le risque? En numéro 1, débroussailler. En numéro 2, élaguer. En numéro 3, quand tu as du bois de chauffage pour ta maison, il ne doit pas être à proximité de la maison. Parce que souvent, et ce qui est logique, il t'en reste toujours de l'hiver dernier. Souvent, en plus, tu fais le plein si tu es intelligent en juin, en juillet, en août ou en septembre, parce que c'est du bois qui va coûter beaucoup moins cher que lorsque tout le monde le demande en octobre-novembre quand il commence à faire froid. Donc tu vas le stocker. Donc essaie de le stocker loin de ta maison pour éviter que si lui, il prend feu, toute la maison brûle. Quelque chose qui devrait être obligatoire, c'est avoir un extincteur. Et là, je ne te parle pas d'éteindre un feu de forêt, je te parle d'éteindre un départ de feu. C'est ça qui est important. Ensuite, un barbecue, ça se fait sur une terrasse, pas sur l'herbe sèche. Pareil pour le bricolage, surtout avec une disqueuse, il peut y avoir des étincelles. Tu ne le fais pas sur de l'herbe sèche, tu le fais sur du dur. Ensuite, être équipé avec de longs tuyaux d'arrosage, dans l'idéal avec plusieurs prises d'eau, de robinet d'eau sur la façade, pas une seule. Donc, si tu as la chance d'avoir 3 arrivées d'eau sur 3 côtés de ta façade différentes, d'avoir 3 tuyaux. Et ce qui est idéal aussi, c'est ce que tu peux brancher avec les embouts automatiques, tu sais, qui font tac, 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 et qui peuvent arroser en va-et-vient sans que tu sois là, et une grosse surface. Parce que ça, quand tu as un début, un risque, eh ben, tu peux arroser une grosse partie, et en plus, tu peux faire autre chose, comme préparer tes cartons, mettre le chat dans la voiture, etc., etc. Et la dernière chose à faire, c'est de nettoyer les gouttières. Parce que ça, la charpente est quasiment tout le temps en bois. Les gouttières qui ne sont pas vidées, surtout dans les landes où tu as les aiguilles de pin qui peuvent squatter dans la gouttière, si tu as oublié de les vider, ça prend feu en un rien de temps et c'est très dangereux. Donc pour conclure, un incendie de forêt, je suis d'accord et tant mieux, heureusement que ça reste un événement rare. Mais ses conséquences peuvent être dramatiques. Donc quand il s'agit de dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, je pars du principe que c'est important de penser à bien tout vérifier avant de dépenser autant d'argent. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et porte-toi bien jusqu'à la semaine prochaine. A plus, salut.